Ma liberté elle est trop importante. Je veux pas me marier parce que j'ai peur de l'engagement. J'ai pas envie d'acheter une résidence principale parce que j'ai pas envie d'être rattachée quelque part physiquement. Je suis une stressée de la liberté sur tous les trucs. Assez récemment, en fait, j'ai choisi de pivoter un petit peu. Je me suis dit, bon bah, let's go, j'arrête tous mes contrats et je vais all-in là-dessus. Pendant 2 mois, je me suis enfermée. J'ai fait qu'une seule chose, c'est bosser là-dessus. Mais tu vois, je passe ma journée en fait à culpabiliser. Par peur de pas faire assez, par peur d'être une scammeuse, par peur que les gens soient pas satisfaits. Pensez toujours long terme. Ne cherchez pas à tout prix à avoir des résultats immédiats à court terme. Je te dévoile l'erreur numéro 1 qui t'empêche d'avoir absolument la décolle. Des fois, je réponds à 22h, 23h. Tu décris mon pire enfer là, je crois. Ouais, pour faire tourner la boîte, moi j'ai à peu près 35 000 € de charge. Par mois. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de H24, le podcast où j'invite les créateurs de contenu et les entrepreneurs à nous partager les coulisses de leur business. Moi, c'est Dimbi Rakotomalala, créateur de contenu et fondateur de la Excellers Academy, la formation pour maîtriser Excel en seulement 10 minutes par jour pendant 1 mois. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Léa. Bonjour Léa, comment tu vas ? Salut Dimbi, ça va très bien et toi ? Ouais, ça va, merci. Donc toi, tu es une créatrice de contenu également, ouais. Et aussi une formatrice en content marketing. Est-ce que je me trompe ? C'est bien ça, t'as tout résumé, c'est parfait. Yes. Et est-ce que, du coup, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un peu ? Moi, c'est Léa Klaus. Effectivement, je suis créatrice de contenu, notamment sur LinkedIn. Ça fait pratiquement 6 mois que j'y suis maintenant et j'ai déjà réuni une petite audience sur le réseau. Et effectivement, à côté de ça, j'ai été consultante en stratégie de contenu pendant 4 ans. J'ai travaillé dans des cabinets de conseil. Et là, assez récemment, en fait, j'ai choisi de pivoter un petit peu et d'accompagner les indépendants en les formant justement à mon métier et pour leur permettre finalement d'appliquer toutes ces bonnes méthodes du content marketing à leur business. D'accord. Et pour te lancer, comment tu t'es préparé ? Est-ce que tu t'es lancé directement ou t'as fait ça en parallèle de ton travail ? Comment ça s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais déjà indépendante. J'étais consultante avec le statut d'indépendante. Mais si tu veux, à un moment donné, dans mes missions, je commençais un peu à sentir une forme de désalignement, tu vois, dans le sens où forcément quand tu bosses au contact d'entreprises en tant que consultante, tu dois toujours un peu batailler pour affirmer ta vision. Parfois il y a des freins, tu peux pas toujours faire tout ce que tu veux. Et quand t'es une personne un peu créative qui derrière doit aussi exécuter les stratégies qu'elle vend, parfois c'est un peu compliqué, tu vois, d'avoir ce désalignement. Et donc je m'étais dit ok, je vais me lancer sur LinkedIn en me disant je commence un petit peu à communiquer. Le jour où ça prend, je ferai mon pivot et j'irai me réorienter plutôt vers la formation auprès des indépendants. Et en fait, comme le truc a assez vite pris, je me suis dit let's go, j'arrête tous mes contrats et je vais all-in là-dessus quoi. Ah ouais, direct quoi. Ah ouais. Parce que t'avais vu que le contenu que tu publiais, il cartonnait dès le début quoi, quasiment. Ouais, en vrai, il a hyper vite fonctionné. Et c'est pour ça, tu vois, je me suis dit, ok, bon, là, grosso modo, je me suis lancée en octobre et en décembre, je me suis dit, je vais all-in dessus. Donc, j'annonce à mes clients que les contrats se terminent. Il y a les préavis qui entrent en jeu. Donc, on va dire à partir de mi-janvier, c'était terminé pour moi. J'avais plus de contrat sous le coude parce que je m'étais dit, en fait, là, il y a une fenêtre d'ouverture. T'en auras pas 50. Il y en aura pas 50, autant la saisir, tu vois. Et l'avantage d'avoir travaillé dans le milieu du conseil, c'est que j'ai quand même pu aussi me constituer un petit matelas de sécurité, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, j'avais pas cette pression de me dire, il faut absolument que ça marche tout de suite, il faut que je génère du chiffre d'affaires dès le premier mois, il faut que ça cartonne, parce que j'avais cette sécurité de me dire, là, honnêtement, pendant l'année qui arrive, s'il se passe rien, c'est ok pour moi, tu vois. Et donc, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Ouais, t'as bien fait, hein. Moi, tu sais, c'est exactement comme ça que j'ai fait. Enfin, moi, avant, j'étais en rupture conventionnelle. Ouais. Je m'étais laissé 2 ans pour faire décoller un business. Et puis après, en fait, par hasard, j'ai publié sur TikTok un tuto Excel. Et après, ça a bien marché. Et quand j'ai vu que le premier mois, j'avais pris 20 ou 30 000 abonnés sur TikTok, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à faire. Exactement comme toi, je me suis dit, il y a une fenêtre de tir. Et du coup, je me suis dit, je mise tout dessus. Et puis après, c'est comme ça que j'ai avancé. Et puis au final, maintenant, ça marche plutôt bien. Donc, on a un peu ce point commun là d'avoir tout misé sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, toi, j'ai vu que tu avais créé un produit. C'est la fabrique magnétique, c'est ça ? Ouais, c'est ça, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, et justement, donc au moment où j'ai pivoté et je me suis mis all-in sur ce nouveau projet-là, je me suis dit c'est bien mignon d'avoir une audience, mais à un moment donné, il faut tester le marché. Et tant que tu l'as pas testé, tu sais pas si cette audience vaut quelque chose, peut être monétisée, oui ou non. Et donc, je me suis dit, ok, très rapidement, je vais lancer un infoproduit, une formation /
accompagnement entre guillemets. Et j'ai bossé comme une acharnée 2 mois là-dessus. J'étais vraiment littéralement dans ma grotte. Pendant 2 mois, je me suis enfermée. J'ai fait qu'une seule chose, c'est bosser là-dessus. Je l'ai lancé. Le lancement a été franchement un franc succès. J'avais ouvert une 30aine de places parce que, en gros, mon objectif, c'était pas de générer le plus de chiffre d'affaires possible. Ça, c'était pas l'ambition pour moi. L'ambition, c'était de tester déjà le produit sur un petit échantillon de personnes, d'élèves, pour voir si, ça leur plaisait, et pas louper la première impression auprès des premiers ambassadeurs du produit. 2, voir comment est-ce que moi je me sentais vis-à-vis de ce produit-là, tu vois. Si j'arrivais pas à gérer 30 personnes, c'était pas la peine d'imaginer un modèle avec 100, 200, 400, 500 personnes. Là, maintenant, ça fait à peu près, je pense, 1 mois qu'il est lancé. Les élèves sont très satisfaits, en tout cas, de tous les retours que j'en ai. Donc ça, pour moi, c'est vraiment top. Mais à titre perso, je sens qu'il y a des choses qui me plaisent moins dans le modèle. Si tu veux, on pourra un peu détailler. Et donc, je suis en train justement en ce moment de réfléchir un peu à comment est-ce que je vais articuler tout mon écosystème d'offres. Bah vas-y, dis-nous en plus dès maintenant si tu peux. Donc, pour le petit brief, comment est-ce que ce produit s'articule aujourd'hui ? L'idée, c'est que c'est vraiment une formation qui va permettre à des personnes, soit qui se lancent sur LinkedIn, soit qui sont déjà intermédiaires, de prendre, on va dire, en main leur stratégie de contenu de A à Z. Donc, on repasse vraiment de la base, à savoir quelle est ta cible véritablement. Est-ce que tu es sûr que le problème que tu adresses, il est bien douloureux ? Comment est-ce que tu vas te positionner de telle manière à ce que dès qu'on se demande, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait X, Y, Z, on puisse dire ton prénom en premier. Tu vois, un peu toutes ces bases-là. On va jusqu'à comment créer sa ligne édito, comment créer du bon contenu de A à Z, comment est-ce que tu injectes de la psychologie humaine dans ton contenu pour venir activer tous ces leviers-là. Bref, c'est ultra complet et il y a une trame qui est très logique. Donc ça, c'est comment ça se structure. Et à côté de ça, il y a une communauté Discord, donc les gens peuvent me contacter à n'importe quel moment et je leur réponds à l'écrit. Et c'est là, en fait, qu'intervient le problème le truc qui me bloque. C'est que je me rends compte que moi, tu vois, j'ai du mal avec cette ambiguïté entre c'est pas un accompagnement individualisé, mais en même temps, c'est pas que de l'information. Genre, vous pouvez me contacter sur la communauté et je vous réponds, mais forcément, vous pouvez pas attendre de moi un suivi ultra proactif, je suis pas sur vos codes tous les jours, etc. Et en fait, j'ai pas l'impression que ça dérange les élèves, mais moi, ça me dérange parce que je passe mes journées à culpabiliser, en fait, en me disant... Mais est-ce que je fais assez ? Est-ce que les gens sont vraiment contents ? Est-ce qu'ils osent venir me parler ? Donc je vais les relancer proactivement. Tu leur écris de toi-même pour savoir ça ? Ouais, j'ai un CRM et toutes les 2 semaines, je les relance en disant comment tu avances, est-ce que ça va, est-ce que tout se passe bien pour toi, est-ce que tu as des questions, surtout n'hésite pas, tu sais que je suis là pour toi. Mais tu vois, je passe ma journée en fait à culpabiliser. Par peur de pas faire assez, par peur d'être une scameuse, par peur que les gens soient pas satisfaits. Et en fait, je me rends compte qu'à mon avis, il me faut vraiment un modèle où d'un côté, je vends que de l'information, et de l'autre, je vends un vrai accompagnement où j'ai 4-5 élèves, c'est mes bébés, et je les pouponne, je suis sur leur code toute la journée, je vais proactivement leur dire ça, t'aurais pu l'améliorer, ça c'était pas ouf, ça tu devrais faire ça comme ça, et on a des calls. Je me rends compte que l'entre-deux, pour moi, ça fonctionne pas à titre perso. Je sais pas si t'as déjà eu à un moment donné des moments comme ça dans ton business où tu t'es dit ah tiens... ça a l'air de fonctionner pour les autres ou ça a l'air de satisfaire mes élèves, mais moi je sens qu'il y a un désalignement. Ça t'est déjà arrivé ou pas ? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une offre en autonomie. Les élèves, ils rejoignent la formation et ils se forment de façon autonome. Ouais. Moi, j'interviens jamais. Et après, j'ai une autre offre avec un peu plus d'accompagnement pour les personnes qui veulent être suivies. Pour les personnes en accompagnement, je leur laisse 5 semaines. Et dans les 5 semaines, ils doivent terminer la formation. Et moi, je leur dis, tiens, tu as de telle date à telle date pour terminer la formation. Et je leur envoie des mails au cours de la formation, 1 par semaine. Je leur envoie aussi des SMS tout au long de la formation et puis on peut s'appeler s'ils ont besoin. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé l'entre-deux parce qu'au final, c'est difficile d'être disponible pour tout le monde quand tu quand tu fais de la formation en e-learning et après d'appeler tout le monde. Imaginons tu arrives à faire 100 clients, tu vends 100 formations et si tu dois tous les accompagner un par un, 1 heure, imaginons 1 heure par semaine, au final, tu fais que ça. Et moi, je pense que dans ton cas, il te faudrait peut-être 2 offres. Et puis dans la deuxième offre, mettre un accompagnement à durée limitée. Parce que si tu mets, ils rejoignent la formation et qu'ils sont là, ils ont l'accompagnement pendant, 1 an ou de façon illimitée. Au final, dans 2 ans, imaginons, tu as plus de 500 clients et qui t'écrivent toutes les semaines. Ouais. Au final, toi, tu pourras plus accueillir de nouveaux élèves, tu pourras plus les gérer. Et après, tu vas finir en burn-out peut-être et tu n'auras pas de nouvelles rentrées d'argent. Donc c'est là où c'est compliqué de gérer toutes ces personnes-là et de les accompagner. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, là, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu fournis quand même beaucoup, beaucoup de valeur, d'accompagnement. Et par rapport à ton prix, au final, c'est vraiment pas cher, tu vois. Ah non, mais pas du tout. Évidemment que non.
Mais c'est ça aussi, je pense qu'il faut que je puisse réajuster un peu le modèle. Et dans l'idée, justement, ce que je me dis, c'est qu'à mon avis, je vais lancer plusieurs produits, tu vois, ultra spécialisés. Par exemple, un produit vraiment dédié juste au copywriting, un produit dédié juste au personal branding, mais des trucs vraiment poussés qui rentrent en profondeur dans le sujet et que les gens pourront suivre en autonomie. Là, typiquement, on va s'adresser peut-être à des profils qui sont pas débutants, mais qui sont intermédiaires et qui veulent avancer plus vite sur le sujet, ou tu vois, des personnes qui ont envie d'acquérir de nouvelles compétences, voilà. En gros, prendre un raccourci, c'est l'idée. Et à côté, avoir effectivement une offre d'accompagnement. Et là, je trouve ça intéressant, ce que t'as mis en place. On pourra en reparler un peu après si tu veux en off. Mais dans lequel, justement, voilà, c'est un accompagnement qui est limité dans le temps, limité en volume au niveau du nombre de personnes que je suis, mais m'assurer que je suis vraiment proche de ces élèves-là, quoi. Parce que l'espèce d'entre-deux, ouais, je crois que ça colle pas à mon style de personnalité et à ce que j'ai envie d'insuffler. Ouais, bah c'est important que tu t'y retrouves dans ce que tu fais parce que vu que t'es seul aux commandes, tu fais ça tous les jours, ben si jamais un moment tu te sens pas aligné, tu vas perdre la motivation et tu vas peut-être vouloir arrêter un jour. Mais pour rebondir à ce que tu disais, sur ce que tu disais tout à l'heure, moi j'avais entendu parler d'un mec qui parlait il appelait ça lui le power coaching. Okay. En gros, il avait sa formation, imaginons, à 1 000 €. Et après, si tu voulais du coaching de façon illimitée, il mettait ça, je sais pas, à 1 500 ou 1 800 €. Tu vois, il rajoutait un certain... un extra, quoi. Voilà, un extra. Et tu pouvais prendre autant de séances de coaching que tu voulais, des séances de 30 minutes. Le truc, c'est que lui, apparemment, ce qu'il avait vu, c'était que, en fait, les personnes, elles pouvaient réserver un appel de 30 minutes, mais avant de réserver le prochain appel, il fallait absolument qu'elles aient fait certaines actions, tu vois. Donc, si par exemple, toi, tu veux... je sais pas, tu formes une personne sur le copywriting sur LinkedIn, dans ce cas-là, pour le prochain appel, il faut que tu m'aies préparé 5 posts LinkedIn et comme ça, on pourra les revoir ensemble. Parce que sinon, en fait, les gens, ils vont réserver des appels et au final, tu fais le travail à leur place. Et ce qu'il a constaté, c'est que les gens, en fait, ils réservent, je sais plus, mais c'était pas énorme, c'était entre 2 et 8 appels sur l'année de coaching. Je crois que c'était même... C'était une année, ok, ouais. En moyenne, parce qu'il y en a qui vont demander beaucoup d'appels, il y en a qui vont demander aucun parce qu'ils se sentent autonomes, même s'ils l'ont pris, tu vois, ils savent qu'ils peuvent en bénéficier, mais ils l'utilisent pas. Et comme il y a la contrainte de je dois avoir un livrable pour la prochaine séance, du coup, si les gens ils sont trop occupés par leur travail et qu'ils avancent pas, et du coup ils peuvent pas réserver le prochain appel. Et du coup, comme ça, c'est gagnant-gagnant en fait. Donc ça peut être une bonne solution aussi. C'est intéressant. De toute façon, d'ici à ce que ce podcast sorte, à mon avis, il y a des choses qui auront bougé. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, je pense que tu vois, quand tu vends un faux produit, il y a pas une seule stratégie. Tu vois, il y en a une qui peut marcher pour toi, il y en a une qui peut marcher pour moi. Enfin, il y a des dizaines de stratégies et il y en a une ou plusieurs qui peuvent marcher pour chaque personne. Mais il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, je pense. Et tes clients qui suivent ta formation en autonomie, c'est un point bloquant pour eux ou pas? T'as déjà eu des feedbacks négatifs en disant en fait je me sens un peu seule ou ça me manque d'avoir une communauté? Parce que la raison pour laquelle moi j'ai lancé une communauté, c'est que j'avais un peu posé la question à toutes les personnes qui avaient suivi des formations autour de moi en me disant dans toutes les formations que t'as suivies, qu'est-ce que t'as adoré versus qu'est-ce qui t'a déçu ou qu'est-ce qui t'a manqué? Et très souvent, il y avait justement ce côté t'es seul dans ton coin, avec toute cette théorie, tu sais pas quoi en faire, il te manque une personne, un soutien. Et donc, je me demande si, moi, par exemple, je suis ultra consommatrice des trucs en autonomie. Je n'achète que ça, en fait, parce que ça correspond à mon style de personnalité. Mais toi, t'as déjà eu des retours comme ça de tes clients t'as déjà senti à un moment donné que ce modèle en autonomie, ça pouvait être un frein ou pas tant que ça? Moi, j'ai pas remarqué ça, en fait, tout simplement parce que avant même de souscrire, ils se disent, est-ce qu'ils ont besoin d'être accompagnés ou pas? Et du coup, c'est là, en fait, ils réfléchissent avant. Et du coup, s'ils ont pris le parcours autonomie, ils savent très bien que ils seront seuls face à leurs problèmes. Même si moi, après, j'ai la communauté Discord. J'ai une communauté Discord qui est ouverte, qui est publique, où tout le monde peut venir poser des questions. Et après, j'ai la communauté privée. Donc, mes élèves ont accès à une partie privée où c'est moi qui interagis. Tu vois, s'ils ont des questions, je réponds. Alors que dans le Discord public, je réponds pas forcément, tu vois. Si j'ai le temps, je réponds, mais je réponds pas forcément. Donc c'est vraiment les membres qui s'entraident, tu vois. Ok. Et dans la partie privée, c'est s'ils ont une question, les membres de la XRS Academy peuvent s'entraider. Mais en tout cas, moi, je vérifie et puis je donne mon point de vue à chaque fois, quoi. Donc en gros, le fait de rejoindre le programme accompagnement, ça permet d'être sûr d'avoir une réponse de ma part, quoi. Ok. Ouais, il y a quand même ça. Ouais, c'est ça. À méditer. Moi, mon but, ça a toujours été de penser si jamais je faisais
je sais pas, des milliers d'élèves tous les ans, tu vois. Je m'étais dit, et si jamais j'en ai beaucoup plus, tu vois. Je me suis pas dit dès le début, tu vois, je vais faire 1, 2, 3 élèves par mois. Je me suis tout de suite dit, qu'est-ce qui arrive si jamais j'ai des centaines d'élèves tous les mois. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai construit ma stratégie. J'y suis loin encore du compte, tu vois, d'avoir des centaines d'élèves par mois, mais au moins c'est l'objectif vers lequel je tends, tu vois. Là, t'as combien de personnes dans ta communauté? Là, moi j'ai créé je l'ai créé depuis plus de 3 ans, la formation. Ouais. Et là, on est plus de 1000 élèves, tu vois. Et t'arrives à gérer les interactions avec 1000 élèves? Mais en fait, comme ça fait 3 ans, tu vois, donc c'est étalé sur depuis le début, donc ça va. Mais il y a des week-ends, des soirs, je suis obligé de répondre parce que on m'écrit par SMS, tu vois, parce que j'ai pas de numéro pro. Enfin, je suis en train d'en mettre en place un, mais j'écris depuis mon tel perso. J'ai ma boîte mail qui est connectée en permanence. Du coup, à chaque fois, en fait, dès que je regarde mon téléphone, imaginons le soir, tu veux regarder Instagram, et là, tu vois les messages, tu vois les mails, et du coup, j'essaie de répondre tout le temps. Des fois, je réponds à 22h, 23h, minuit, tu sais, des fois, si j'arrive pas à dormir, je vais regarder un peu mon téléphone, et puis du coup, je vois un message, je me dis, bon, lui, je lui réponds, comme ça, après, j'ai plus à le traiter, tu vois. Ouais, Parce que si j'enlève la notification, après, ça veut dire qu'il faut que je pense à y retourner plus tard dans l'application des messages. Donc, tu décris mon pire enfer, là, je crois. Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, moi, c'est un peu moi qui l'ai choisi, mais je suis en train de petit à petit d'essayer de séparer, en fait, le pro et le perso. Donc, ouais. Après, faut savoir jusqu'où toi, tu peux aller, quoi, du côté de l'enfer, comme tu dis. On verra. Et dis-moi, d'ailleurs, toi, comment est-ce que ça t'est venu, cette idée de poster du contenu sur LinkedIn, de choisir tes posts? Comment est-ce que tu t'y prends, quoi? Comment est-ce que ça m'est venu à l'idée de commencer à poster sur LinkedIn? Comme je t'ai dit, à l'époque, j'étais encore consultante indépendante. Ouais, je me sentais un peu désalignée. Il y en a plein qui choisissent Instagram. C'est vrai. Mais en fait, je pensais sincèrement que LinkedIn, il y avait aussi une traction à aller chercher encore. Moi, pour tout le contenu informatif, ce que j'avais envie de créer sur LinkedIn, ouais. C'était justement des contenus plutôt informatifs, éducatifs. Et tu vois, pour finalement ce type de contenu, moi-même, j'allais plutôt consommer du LinkedIn que de l'Instagram. Donc je me suis dit, ok, c'est quoi? Il y a à mon avis, une fenêtre à aller chercher sur LinkedIn. Ça risque de s'intensifier dans les mois, années à venir. Et en plus, les gens sont aussi en quête de contenu un peu profond, un peu travaillé sur LinkedIn, tu vois, pour tout ce qui touche à du contenu éducatif. Je me suis dit, let's go, honnêtement, je pense que c'est une bonne plateforme sur laquelle aller. Et par rapport à ta création, parce que j'ai vu que tu postes beaucoup de carousels. Ouais. Et les carousels, toi, comment t'as créé l'identité visuelle? Quels outils tu utilises? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Au niveau des carousels, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Alors là, vraiment, il y a rien de... Parce que toi, t'es parti plus sur du jaune. Est-ce que t'as réfléchi, je sais pas, aux couleurs? Tu sais, il y a des... Ah oui. Il y a le jaune, je sais plus. Enfin, il y a une signification derrière chaque couleur. Est-ce que toi, tu t'es dit, je prends le jaune pour telle raison? Ah oui, mais complètement. Dis-toi que tout est réfléchi. D'accord. Le moindre détail, il est réfléchi. Non, mais oui. En gros, pour le choix des couleurs, histoire de faire très simple, il y a le bleu. Parce que du coup, mon positionnement, il est, on va dire, à la croisée entre la création de contenu et la psychologie humaine. Ça, c'est vraiment le petit facteur qui vient me différencier sur un marché ultra saturé qui est la création de contenu. Et du coup, t'as le bleu pour justement évoquer tout ce qui va être le calme, ce côté réflexion, tu vois, un peu sérieux. Et le jaune pour, parce que c'est deux couleurs qui se marient bien visuellement et qui vient aussi marquer mon côté un peu dynamique que j'essaye d'insuffler, qui fait aussi partie de ma personnalité. Et donc ça, on va dire, c'est pour le choix des couleurs. Après, pour l'outil, sincèrement, Canva, ouais. Je suis pas la meilleure en design. Tout le monde est en transe sur mes carousels et je comprends pas pourquoi. Enfin, ils sont sympas, mais ils sont pas non plus exceptionnels. Et après, pourquoi avoir choisi le format carrousel alors que quand j'ai commencé à publier, je sais pas si tu te souviens, c'est pas si lointain que ça, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps. C'était un peu la vague des selfies storytelling sur LinkedIn. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois? Et à ce moment-là, en fait, personne quasiment ne publiait de carrousel et on voyait assez peu de contenu éducatif travaillé, poussé, etc. On était quand même sur des conseils, on va dire, un peu génériques, bateaux et beaucoup de blablabla. Voilà ce que j'ai mangé aujourd'hui à midi, quoi. Ouais. Et ça, je pense que du coup, ça a aussi insufflé un peu un vent de fraîcheur sur le marché. Et moi, en fait, j'ai pas réfléchi en termes de qu'est-ce qui va fonctionner, nanana. Je me suis juste dit quel est le contenu que moi j'aime consommer et du coup, quel est le contenu que moi j'ai envie de créer. Genre, les selfies et tout, de toute façon, moi, je lis quasiment pas ces trucs-là, ça m'intéresse pas. Je viens sur LinkedIn principalement pour m'éduquer. Et je trouvais que le carrousel, c'était un format qui permettait de s'éduquer de façon visuelle, tu vois, t'amènes de l'information, mais de manière ludique. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai foncé là-dessus. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, j'ai envie de dire, ma foi, tant mieux. Non, moi, j'aime bien les carousels que tu fais. C'est épuré, en fait. C'est assez fun et puis on trouve beaucoup d'informations intéressantes, quoi. Écoute, là, tu me fais plaisir parce que c'est ce que j'ai envie qu'on retienne de mon contenu. D'ailleurs,
pour créer un carrousel, tu mets combien de temps à peu près? Juste le carrousel ou carrousel plus texte? Ouais, la totale, quoi. Pour un post avec carrousel. Ça dépend desquels, franchement, mais on va dire que ça peut me prendre un peu moins d'une heure, quoi. Ah ouais, c'est rapide. Tu trouves ça rapide? Ouais, parce que moi, je sais que pour créer un carrousel, ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Après, il faut écrire le texte, ça peut prendre 1 heure, tu vois. Après, peut-être, t'as peut-être plus de facilité parce que, vu ton expérience passée, moi, j'étais consultant aussi, mais plus la gestion de projet, tu vois. Il n'y avait pas de rédaction de contenu, etc. Donc, moi, tout ce qui est copywriting, écriture, je suis un peu débutant, tu vois. Mm-hmm. Donc, peut-être que ça te permet d'être plus rapide de ce côté-là, quoi. Ouais, je pense que après ça dépend des sujets. Il y a des sujets sur lesquels je vais aller beaucoup plus rapidement. Quand le texte est plus dense, bah là, forcément, ça me prend aussi plus de temps. Mais un tips, si tu veux, c'est que ce qui me fait gagner énormément de temps, c'est qu'en fait, si tu regardes un peu, mes carousels ont tous des structures ultra répétitives. En fait, t'as toujours la même structure et je viens juste compléter les blancs différemment. Et donc, forcément, j'ai pas besoin à chaque fois de recréer le truc from scratch en me disant, allez, je refais mon petit truc A4 et je vais mettre ma petite couleur de fond. Non, je fais dupliquer et après, touc, je modifie l'intérieur et c'est réglé, quoi. Basta. Et tu utilises des frameworks, toi, ou pas, pour créer tes carousels? Tu sais, il y en a, ils parlent d'abord mettre le problème, après, tu vois, il y a, non? Non. Ça, c'est vraiment à l'inspi. C'est à l'instinct complet. Pareil, en fait, pour le copywriting, en fait, je pense que les frameworks, c'est bien pour les personnes qui débutent, tu vois, vraiment qui ont aucun cadre, qui savent pas du tout où elles veulent aller. En fait, c'est hyper sécurisant de te dire, là, je vais suivre une trame et je suis sûre à peu près de pas me planter, quoi. Ce sera toujours mieux que si j'y vais en mode YOLO, j'improvise un truc. Quand tu commences à acquérir de l'expérience, en fait, t'arrives à sortir un petit peu des clous et des structures imposées et tu te dis ok, comment est-ce que moi en fait j'ai envie de transmettre l'information, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce qui correspond le plus à ma tonalité, ce genre de choses. Et donc là du coup tu commences à complètement déconstruire et à créer, on va dire, ton propre framework. Aujourd'hui je serais incapable de donner le mien, mais je sais que à chaque fois que je crée un post, c'est juste que le truc me vient et je sais que ça va bien sonner ensemble. Moi en fait quand j'ai créé un post, c'est vraiment quelle histoire je veux raconter, comment les phrases s'enchaînent les unes avec les autres. Je me dis pas tiens d'abord il faut que j'ai ça, après ça. En fait, moi, j'avais essayé, comme toi, d'écrire en suivant, enfin, non, pas toi tu fais pas. Non. Moi, essayer de suivre un framework. Ouais. Et comme tu disais, pour les débutants. Et au final, je trouve que ça m'allait pas parce que, en fait, j'arrivais pas à faire le lien entre les différentes parties. Du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même écrire quelque chose et puis j'écris les choses comme elles viennent. Et après, c'est là où je me dis, ah bah tiens, cette partie-là, elle s'enchaîne pas bien et du coup, je modifie le post, mais ouais, pas de framework non plus pour moi. Qu'est-ce qui t'a aidé? Tu vois, entre le jour 1 où tu as commencé à publier et aujourd'hui, j'imagine que tu t'es amélioré. Beaucoup le diront, c'est la quantité. Hein. La pratique, tu vois, ouais. Quand tu débutes, tu sais, tu mets ton post, tu prends 2-3 heures pour l'écrire, tu te relis, t'as pas envie de le poster, après tu le postes, t'es en stress et tout. Après, en fait, plus t'en fais, plus bah, ça devient une habitude et puis tu te dis, bon, bah, de toute façon, je vais poster ça et puis voilà, tu vois. Tu te dis plus, tiens, mais qu'est-ce qui va arriver? Les gens, ils vont peut-être dire que ça, c'est nul, etc. En fait, les gens... 30 secondes après, ils ont déjà vu l'autre post, tu vois, le post suivant. Du coup, ils auront oublié le tien. Sauf si c'est vraiment un post marquant. Mais sinon, la plupart du temps, ils passent d'un post à un autre et puis voilà, quoi. Et ça, tu l'as encore, cette pression de te dire, ah, est-ce que cette phrase-là, elle est vraiment parfaite? Bah, moi, en fait, avec Léa, donc ma social media manager, on prépare les posts et après, c'est elle qui les publie. Et puis, moi, je regarde pas trop j'aime pas trop, en fait, moi, regarder, les statistiques. Enfin, avant, je regardais beaucoup, mais maintenant, je m'en suis détaché. J'essaie de ne pas regarder pour me dire ah tiens non, celui-là il a pas performé, etc. Tu vois, j'essaie de venir sur le post pour voir les statistiques, peut-être le lendemain pour voir tiens il y a eu tant d'interactions par rapport à d'habitude, c'est bien. Mais au tout début, quand j'ai commencé, pendant les 15 premières minutes, je regardais, je disais ah là ça décolle pas, ou sinon ah ça a l'air d'être bien parti. Maintenant, je me dis juste, je regarde peut-être une fois par jour si ça a marché ou pas, et puis après je me dis bon bah là, il faut que j'améliore, il faut que je change peut-être. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est peut-être 80% du post, c'est sur l'accroche, quoi. Des fois, j'ai créé un bon post, une accroche pourrie, et du coup, il y avait pas beaucoup de vues. Mais des fois, j'ai eu des posts plutôt classiques avec une bonne accroche où les gens, ils cliquent sur voir plus et ils s'attardent dessus. Et du coup, ça a boosté le post, tu vois. Bah ouais, ça honnêtement, on a beau dire ce qu'on veut. De toute façon, de manière générale, moi je pense que pour donner un maximum de chance à son post de fonctionner, il faut tout miser sur la première impression. Et on pense très souvent à l'accroche, qui est une grosse partie quand même de la première impression, mais pas que. Pour moi, il y a 3 niveaux de première impression. T'as l'accroche, t'as le visuel,
Même si t'as une accroche qui est bonne, mais le visuel est un peu douteux ou un peu nul à chier, bon bah tu diras ok. Ça vient déjà diminuer un peu l'impression que t'as du post et le niveau de qualité, on va dire, qui renvoie. Et une fois que t'as cliqué sur voir plus, donc que t'as, on va dire, passé les 2 premières étapes, c'est à quel point est-ce que ton post il est bien formaté. Honnêtement, ça pour moi ça joue aussi énormément parce que parfois il y a une accroche qui est sympa, mais je tombe sur des pavés. Et genre des trucs lourds à mort et je me dis ils sont pas aérés. Ouais, flemme. Franchement là, j'ai pas le temps de me lire une page de bouquin, tu vois, c'est trop lourd, c'est trop dense et donc inconsciemment, je me dis ça va me demander trop d'efforts cognitifs de traiter ce truc-là, c'est pas grave, je passe au suivant. Ouais, c'est ça. Tiens. Il y a aussi l'auteur du post aussi, ça joue beaucoup. Ah oui. À force de poster, les gens ils se souviennent de toi et si ils ont bien aimé tes posts d'avant, ils vont plus s'arrêter que s'ils te connaissent pas, quoi. Ouais, complètement. Et puis, une autre vérité aussi, c'est que moi, depuis que j'ai passé la barre des 10 000 abonnés, je vais le dire franchement, parce que ça peut aussi permettre de déculpabiliser un peu les gens, il y a, je trouve, un espèce d'effet, tu vois, les effets cumulés, en fait, commencent à s'activer tout seuls. Dans le sens où, du moment où j'ai eu ce badge, entre guillemets, cette preuve sociale des 10 000 abonnés, j'ai mis moins d'intensité dans ma création de contenu, j'ai publié moins souvent, mais j'ai commencé... Enfin, le truc a pris, quoi, tu vois. On continue à s'abonner à moi, les gens interagissent aussi sous mes posts parce que ça les intéresse, mais aussi parce que, du coup, maintenant, ils viennent capitaliser sur ma propre audience pour se rendre visible. Donc, tu vois, ouais, ça aussi. Bah oui, évidemment. Donc, tout ça pour dire que le nom, à un moment donné, certes, influence parce que si c'est un créateur que t'adores, t'auras envie de voir ce qu'il publie. Mais si c'est un gros nom, entre guillemets, sur une plateforme, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent chercher de l'exposition en s'associant à toi. Et donc, évidemment, ça joue aussi sur l'attraction. À un moment donné, tout n'est pas corrélé qu'à la qualité de ce que tu publies, je pense. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais le badge des 10 000 abonnés. Moi, j'ai vraiment constaté une différence entre quand j'avais moins de 10 000 abonnés et quand j'en avais plus. Tout simplement parce que avant, je trouvais que les ventes de formation, c'était assez tu vois, normal. Mais depuis que j'ai dépassé la barre des 10 000 abonnés, je crois que ça m'a permis de faire x2 sur mon nombre de ventes en organique, tu vois. C'est vrai ? Ouais, juste grâce à la publication sur LinkedIn. Parce qu'avant, moi, j'ai commencé sur TikTok. Oui. Après, j'ai posté 4 mois après, j'ai intégré Instagram. Et les ventes, elles étaient plutôt, voilà, c'était assez... tu vois, classique, tu vois, ça décollait pas vraiment. Et c'est depuis que sur LinkedIn, ça marche bien, que ça a bien décollé après les ventes, tu vois. Parce que TikTok, les gens, ils ont pas de budget, tu vois. Oui, bien sûr, ouais. Pour consommer du gratuit. Instagram, la cible est beaucoup plus âgée, et du coup, ils ont un peu plus de budget. Mais ils sont pas non plus là pour voir du contenu, tu vois, pour acheter des formations. Alors sur LinkedIn, les gens, sont très qualifiés. Ils sont là, ils ont la carte bleue en main, quoi. Non, j'exagère, mais... ils sont prêts à acheter, quoi. Attends, parce que du coup, en plus, c'est même pas l'audience sur laquelle t'as le plus d'abonnés, ça, on est d'accord. Si tu compares d'un point de vue numérique à TikTok et à Insta. Et c'est bien plus puissant, LinkedIn. Ça représente combien ce canal d'acquisition pour toi ? En pourcentage, je dirais, de tes clients ? Comme j'ai fait x2, tu vois, on peut dire que ça peut faire 50%, facile. Énorme. Et t'es sur LinkedIn depuis ? Depuis, ça fait 3 ans, enfin, depuis 2 ans, je postais. Ouais. Mais bon, c'était pas un gros rythme. Après, c'était à partir du mois de juin de 2023 où ça a commencé. Tu vois, j'ai vu qu'il y avait une bonne dynamique. Je suis passé en gros de 5 000 abonnés en juin à 10 000 en septembre. Et après, ça s'est enchaîné. Et là, je crois qu'on est à 72, 75 000 abonnés sur LinkedIn. Mais non, ouais. incroyable. Ça a pris beaucoup, hein. Ça a pris très vite. Et comme tu disais, les effets cumulés, en fait, c'est ça. C'est les gens, au final, ils aiment ce que tu fais. Du coup, ils en veulent. Et puis après... ça permet d'être recommandé à leur réseau. Et puis après, petit à petit, tout leur réseau est abonné à toi. Et voilà. Et comme on n'est pas 50 à créer du contenu sur LinkedIn dans la niche Excel, c'est plus facile pour moi que pour toi, tu vois. Je pense, hein. Parce que toi, de ton côté, il y a quand même beaucoup de gens qui font des carousels, du marketing. C'est vrai. Et en même temps, je pense que la chance que j'ai eue, et c'est pas une chance, c'était aussi un point de réflexion. Tu vois, une des choses qui a fait que j'ai vite émergé, à l'inverse de beaucoup de personnes qui publient aussi sur mes sujets, c'est que j'ai rallié tout ça à la psychologie humaine. Et donc en fait, j'ai amené une nouvelle approche de mon sujet, tu vois, une nouvelle vision de mon sujet sur le marché. Et donc ça, je pense que, en fait, à la fois, je pense que c'est appréciable parce que les gens avaient envie de voir la création de contenu peut-être sous une nouvelle forme. Donc en se disant tiens, forcément ça je l'avais jamais vu sous cet angle, ça je le découvre, donc il y a de la nouveauté, donc forcément ça suscite l'intérêt et la curiosité. Mais en plus, je pense que au niveau du timing, c'était le bon moment d'allier finalement psychologie et création de contenu, parce que je pense qu'on arrive maintenant à une ère où les gens ont compris que tous ces hacks magiques, tu vois, les recettes un peu miracles, c'était des conneries, et tout le monde est un peu en quête, on va dire, de solutions
plus pérenne, plus durable, plus prouvé aussi scientifiquement. Et donc je pense que l'alliance du bon timing avec justement le bon sujet a fait que ça a pu aussi décoller. Mais non, je pense que ma force encore aujourd'hui, c'est de pouvoir me différencier avec cette approche-là. Comme tu le dis, en fait, si t'avais pas lié ce côté psychologie, bah t'aurais peut-être pas eu autant d'abonnés, autant de vues. Et c'est ce qui t'a permis de te différencier et de réunir une audience aussi importante. Là, je crois que t'es à 18 000 abonnés, c'est ça, 18, 19? Je crois, ouais. En fait, j'avoue que je regarde plus trop. Ouais. Au début, c'est excitant et tout, tu te dis, ah, c'est cool et tout, tu suis ça. Mais après, en fait, tu te concentres plus sur ce qui te rapporte de l'argent, quoi. Ouais, c'est ça. Sans pour autant vouloir. Il y en a, tu sais, des formateurs, enfin des créateurs de contenu qui sont là, ils créent du contenu pour que ça leur rapporte de l'argent. Mm-hmm. Il y en a qui ont commencé par créer du contenu et après ils se sont dit, bah tiens, comment je vais monétiser? Et du coup, bah, moi, je suis plutôt de cette deuxième catégorie-là. Toi aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, ouais. Et du coup, là, c'est plus authentique, je trouve, tu vois. Ça se voit en fait quand les gens ils sont là pour ramener les gens au final dans leur panier, quoi, plutôt que les gens qui sont venus d'abord pour créer du contenu. Et je trouve que c'est plus authentique, quoi. Ouais, en fait, mais de toute façon, je pense que si tu viens sur un réseau en te disant il faut absolument que ça fonctionne tout de suite et dès le premier mois, je veux encaisser mes fameux 10 000 euros par mois, tu vois, ça y est, c'est parti. Parce que j'ai vu que Kevin du 67, il avait lancé son compte TikTok et que maintenant il était influenceur à Dubaï, tu vois, ça pourra pas fonctionner parce que déjà au démarrage, souvent ça prend du temps, mais surtout parce que les gens sont pas débiles, tu vois, à un moment donné. Si ton intention n'est pas bonne et que t'es pas un minimum passionné par ton sujet ou que tu cherches à tout prix à vouloir courir après les récompenses instantanées court terme, moi je pense que c'est le meilleur moyen de se cramer. À un moment donné, tu vas faire un pas de côté, tu vas faire une erreur, des gens vont te tomber dessus, ta réputation elle sera flinguée, ou toi-même tu vas perdre en motivation parce qu'en fait tu l'as pas fait pour les bonnes raisons et ton truc il a jamais décollé. Et résultat, à un moment donné, t'abandonnes, quoi. Tu jettes l'éponge. En fait, s'il n'y a pas la passion derrière, au final, t'as pas le petit truc qui te permet de surmonter les difficultés, les baisses de vente ou les baisses de visibilité, tu vois. Avec la passion, tu peux vraiment aller plus loin, quoi. Toi, c'est quoi qui te passionne ou qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton business? Bah moi, c'est Excel. J'aime bien Excel, tu vois. C'est pour ça que j'ai commencé à partager mes premiers tutos. Bah, j'aime bien apprendre des nouvelles choses, créer des vidéos. Et puis d'ailleurs, prochainement, je vais sortir un livre. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Il y a une maison d'édition qui m'a contacté parce qu'ils ont vu que j'avais une audience sur les réseaux sociaux et puis ils se sont dit tiens, Excel, on l'a pas encore. Enfin, en tout cas, du côté, tu sais, un peu moins formaté, tu sais, moins l'encyclopédie d'Excel. Moi, c'est plus des tutos un peu fun, décalés, etc. Du coup, il y a la maison d'édition qui m'a proposé d'écrire un livre et du coup, je suis en train de travailler dessus. Et c'est ce qui me motive, c'est d'avoir des nouveaux projets, de voir aussi l'impact que j'ai sur les gens quand les gens ils me disent ouais. Ça a changé ma vie, maintenant je travaille 2 fois plus vite ou je peux me permettre de terminer plus tôt, tu vois, la journée. Du coup, tu dis ah oui, ce que tu as fait, ça a servi à quelque chose et c'est ce qui me motive aussi, c'est de continuer, c'est voilà les retours positifs, les commentaires positifs avant l'argent, tu vois. C'est plus l'impact que je peux avoir sur les gens plutôt que l'argent, tu vois. Complètement, mais ouais, toi aussi c'est pareil. Ah oui, mais de loin, honnêtement, je crois que t'imagines pas le nombre d'opportunités à côté desquelles je passe. Parce que je crois qu'à un moment donné, c'est pas aligné avec moi, tu vois. Exemple, ça arrive très souvent qu'on propose des collabs pour sponsoriser un produit, un truc comme ça. Franchement, il y a des chèques parfois, c'est hallucinant, ces trucs qu'on te propose des 1 500 €, tu vois, pour un post. Ah ouais, sur LinkedIn? Ouais, c'est démentiel, hein. Ouais. Bah non, en fait. Moi, votre produit, ça rentre pas dans ma ligne édito, je l'utilise pas. Gardez votre argent, tu vois, ça m'intéresse pas. Et de la même manière, tu vois, aujourd'hui, je te le disais, j'avais lancé la fabrique magnétique. J'aurais pu me dire, c'est un lancement, ça va créer énormément d'engouement. Je fais all-in, je mets beaucoup d'urgence et je récupère un max de monde. Non, j'ai pensé long terme. Je me suis dit, je prends déjà une 30aine de personnes et on regarde comment ça se passe. Comme ça, pour la V2, genre, ce sera encore mieux. La V3, ce sera encore mieux et on y va step by step, tu vois. Je commence pas à me dire, là, sortez tous vos portefeuilles, c'est le moment et moi, je m'enrichis et c'est parti. C'est pas ça qui m'intéresse. Je veux que tout ce que je partage puisse apporter quelque chose aux gens, puisse m'apporter quelque chose à moi aussi, que je me sente bien dans le modèle et dans le business que je suis en train de construire, et que je me dis, sur le long terme, forcément, ça va porter ses fruits, parce que ça durera beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que les gens, en fait, ils le voient, en fait, quand t'es authentique, quand ce que tu fais te passionne, et après, ils te le rendent en souscrivant tes produits. Et je trouve ça bien, quoi. C'est donnant au final, parce que toi tu donnes gratuitement en partageant sur LinkedIn. Les gens ils aiment bien ce que tu fais, et du coup après ils vont consommer ton contenu payant. Et après c'est un cercle vertueux, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que pour en arriver là, toi tu as suivi des formations ou pas du tout?
tu apprends un peu sur le tas, tu regardes sur Internet, sur des contenus gratuits, ou tu consommes du contenu payant et auprès de d'autres créateurs de contenu LinkedIn peut-être? Alors, en ce qui concerne mon métier, donc ce que j'enseigne aujourd'hui, non. Non. Je me suis jamais. Alors bon, j'ai une formation en école de commerce à la base, donc j'ai quand même des bons piliers, tu vois, pour tout ce qui touche au marketing et compagnie. Mais après, honnêtement, c'est que de la curiosité, tu vois. Moi, c'est ce qui m'a. Comme en fait, c'est un sujet qui me passionne. Moi, je peux y passer des heures, quoi. Le week-end, j'ai envie de faire ça. Je regarde des vidéos là-dessus. Je suis curieuse d'essayer de comprendre. Je lis énormément sur le sujet. Donc, c'est énormément de ressources gratuites ou très peu chères, mais qui m'ont aidé. Et puis après, une réflexion personnelle aussi, tu vois. La curiosité de vouloir analyser, comprendre, créer ses propres modèles. Et après, je vais me former pour tous les sujets qui me passionnent pas, mais par lesquels je dois passer. Par exemple, tu vois, les finances personnelles. J'investis mon argent, sauf que franchement, flemme, quoi. Ouais. J'ai pas envie de me taper des heures de vidéos sur l'investissement, j'ai pas envie de me taper des milliers de bouquins. Bon, je paye une formation, ça me fait un raccourci, je comprends au moins les mécanismes, et puis après, je le fais, tu vois, tous les mois, j'essaie de trouver un modèle qui me correspond, qui me prenne pas trop de temps pour investir. Pareil, le jour où j'ai voulu lancer ma formation, je me suis dit, ok, moi j'ai jamais lancé de formation. J'ai demandé un peu à droite à gauche quelles avaient été les erreurs que les gens avaient fait, quelles étaient les bonnes pratiques. Mais je me suis dit, tu sais quoi, j'achète une formation qui parle de comment construire une formation. Et en réalité, c'est pas que j'ai pas appris grand chose, mais ça m'a rassurée, tu vois, voilà, je l'ai un peu consommé, je me suis dit, ok, je vais sur la bonne voie. Et parfois, j'achète aussi des trucs juste pour me rassurer en me disant, la voie que je suis en train de prendre, elle est pas totalement débile, je vais forcément apprendre un ou deux trucs qui vont me permettre d'aller plus vite. Et puis voilà. Mais en gros, c'est ça. Si je suis passionnée, j'apprends par moi-même. Si je sais que c'est important, mais que j'ai pas envie de me casser la tête, j'achète. D'accord, ouais. Moi, je suis plutôt comme toi à être passionné, à toujours regarder sur Internet ce qui se fait, etc. Me documenter par moi-même. En fait, moi, depuis 3 ans, tu vois, je bosse, hein, tu vois, mais j'ai pas l'impression de bosser, tu vois. Ouais, Parce que j'aime bien ce que je fais, tu vois. Quand je me dis, tiens, là aujourd'hui, on enregistre un podcast, tu vois, c'est sympa, tu vois. On se dit pas, tiens, on est là pour bosser. Pour tout ce qui est rejoindre des formations, en fait, je suis pas trop comme ça. J'ai acheté une formation un jour, je t'en ai parlé tout à l'heure. J'ai pas trop aimé parce qu'au final, la plupart des choses, je les connaissais à force de chercher. Mm-hmm. Et puis au final, je me suis dit, en cherchant sur Internet, on peut vraiment trouver toutes les informations dont on a besoin. C'est juste quel temps on est prêt à donner dans la recherche des informations. Tu vois. Et du coup, c'est comme tu disais, si tu prends une formation, tu as un raccourci, sinon tu as le chemin un peu plus long. Mais moi, j'aime bien le chemin plus long parce que du coup, tu galères, tu sais, étape par étape, et tu arrives à faire les connexions toi-même. Alors que quand tu suis une formation, l'information elle est un peu descendante et c'est pas que tu subis, mais tu fais pas le cheminement toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que ça dépend vraiment, encore une fois, de à quel point est-ce que c'est important et à quel point ça te passionne. Si tu sais que c'est super important, mais que t'as une flemme monumentale de t'y mettre, je mets ma main à couper que t'auras du mal tous les week-ends à te dire, ok, là je me prends 3 heures sur mon petit dimanche, je vais me faire un petit kiff, je vais poncer tout YouTube sur ce sujet que je déteste, mais sur lequel je dois absolument me pencher. Exemple, les impôts, l'optimisation fiscale, ce genre de choses. Bon, peut-être que ça t'intéresse, je sais pas. Moi, de base, c'est des sujets qui m'intéressent. Ah, mince. Qui m'intéressent, ouais. Mais après, pour tous les sujets, en fait, si je me dis j'en ai besoin, parce que je sais pas, ça va me faire économiser tant de temps, ou ça va me faire gagner tant d'argent. En fait, ça me passionne, tu vois. Tout me passionne, tu vois. Après, il y a d'autres trucs, tu vois, où je sais que ça me passionne, enfin, que ça m'intéresse, j'ai envie de m'intéresser sur le sujet, mais j'ai pas le temps de me consacrer dessus. Du coup, soit je prends un coaching, soit non, je prends pas de formation, mais du coup, ouais, je prendrais plutôt un coaching plutôt que d'acheter une formation. Ouais, comme ça. Et c'est quoi les sujets qui te passionnent en dehors d'Excel? Moi, c'est création de site web, tu vois, les automatisations no code, tu sais, il y a Shubham Sharma qui fait pas mal de trucs en automatisation, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a du Notion, j'aime bien aussi, mais bon, je sais pas si c'est une passion. Après, l'investissement immobilier, l'épargne personnelle aussi, tu vois, c'est des sujets qui m'intéressent aussi. En fait, tout ce qui est lié, on va croire que j'aime beaucoup l'argent, mais tout ce qui est lié un peu à l'argent, c'est plutôt comment générer de l'argent que ça m'intéresse, tu vois. Et cet argent, t'en fais quoi après? Enfin, c'est quoi le but pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'argent? Ça sert à quoi? Avoir de l'argent, c'est pouvoir vivre confortablement, pouvoir s'acheter ce qu'on veut, mais moi je suis pas très dépensier en fait. Ouais. Du coup, l'argent, là depuis novembre en fait, l'activité elle se passe plutôt bien, tu vois. Avant, c'était vraiment la galère. J'avais failli me fermer la boutique. Ok. Et depuis, ça se passe plutôt bien. Et mon but, c'est de lancer des nouveaux projets, tu vois. Mon but, c'est d'avoir de l'argent
pour lancer des nouveaux projets. C'est pas d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent, tu sais, m'acheter, je sais pas, une voiture, une montre ou quoi. C'est vraiment créer des nouveaux projets qui pourront après avoir un impact encore plus grand. Parce que moi, depuis tout petit, je sais pas pour toi, mais depuis tout petit, j'ai toujours eu envie de créer un business. Et j'ai toujours eu 50 idées. Du coup, maintenant, je me dis, ben là, je vais avoir de l'argent. Et maintenant, je me dis, ben, sur quel projet j'ai envie de mettre le focus pour continuer dans cette direction sans pour autant rester dans du Excel, tu vois. Et c'est quoi un peu ta vision long terme? T'as envie d'être où dans 5 ans? Si tu dois te pitcher, dans 5 ans, t'aimerais dire quoi? Franchement, j'en sais rien. Tu sais pas? Tu vois, là, avec Léa, on en discutait souvent l'année dernière, c'était en mois de juillet. Tu vois, on était au bord de la faillite, hein. Il restait plus rien. Du coup, moi, pour rigoler, j'arrêtais pas de lui dire, ah ouais, faut que tu t'inscrives à Pôle emploi, etc. Mais on disait ça en rigolant, mais en fait, on avait, je sais plus, en trésorerie, il restait plus grand chose. Il y avait pas beaucoup de ventes. Et du coup, on était vraiment au bord du gouffre, tu vois. Donc, là, pour l'instant, je pense qu'il y a à apprendre. Et puis voilà, on verra, hein. Moi, je vis plutôt, pas au jour le jour, mais mois après mois, tu vois. Je vois un peu comment s'est passé les dernières semaines, et puis je me fais des projections. Je me dis, bah tiens, là, d'ici la fin du mois, la fin de l'année, on devrait avoir tant d'argent. Du coup, cet argent disponible là, on peut le mettre sur tel ou tel projet. Et bah, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé le podcast, parce que je me suis dit, ça pourrait être sympa de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir leur point de vue, et d'échanger et de les partager à ma communauté, quoi. Et carrément. Il n'y a pas d'objectif business tout le temps, tu vois. Moi, par exemple, le podcast, je le fais pour le plaisir, tu vois, ça coûte de l'argent. Pour être honnête, les personnes qui nous écoutent, moi, un épisode de podcast, ça me coûte entre 500 et 1000 euros, tu vois. Un épisode. Ouais. Parce qu'il y a la location de la salle, tu vois, c'est à peu près 200 euros. Après, il y a le montage, c'est à peu près 200 euros aussi. Et après, il y a la création de la miniature, le titre, la description, la publication, etc. C'est à peu près 200 euros aussi. Et après, du coup, selon le package qu'on prend avec le studio, si on veut les photos, si on veut, je sais pas, des shorts créés à partir des vidéos, c'est de l'argent en plus. Et du coup, chaque épisode coûte de l'argent. Après, niveau rentabilité, je sais pas. Mais niveau kiff, c'est là, tu vois. Et ça nourrit aussi une stratégie plus long terme, tu vois. Ça revient un peu à ce qu'on disait plus tôt. En fait, l'argent que tu es en train d'investir maintenant, potentiellement, il pourra fructifier plus tard, tu vois. Parce que ta vidéo YouTube, tu vas la poster. Elle va continuer de vivre. Peut-être que si t'es un peu smart dans le choix de tes invités, tu vas prendre des invités que les gens vont aller chercher sur Internet en mode « Ah bah tiens, est-ce que cette personne a fait une interview ?» Donc ta vidéo, elle va encore continuer de vivre et tu vas pouvoir finalement capitaliser sur l'exposition des gens que t'invites. Puis à terme, tu vois, top of mind, comme ça, tu progresses. Moi, je me dis honnêtement que c'est pas forcément de l'argent qui est mal investi. Et en plus, si tu prends du plaisir et que tu dis « Je suis aussi là pour me challenger sur un exercice avec lequel j'ai moins l'habitude, tu vois, parler en public. » Moi, pareil, c'est mon challenge de l'année, donc je sais de quoi je parle. C'est tout bénef tant que tu peux te le permettre. Évidemment, si t'es au tout démarrage de ton activité, que tu galères, ne lance pas un podcast, tu vois, c'est pas... Autant le faire à la maison avec une webcam, etc. Voilà, j'avoue. Mais je pense que c'est un investissement qui pourra être gagnant à un moment donné. On verra. Et regarde, je suis venue aussi en train, tu vois, j'ai payé mon petit billet, je suis là juste pour toi aujourd'hui. Ouais, merci. Hein. J'investis aussi dans le long terme. Hein. Et toi, d'ailleurs, tu me poses la question, mais toi, tu te vois comment dans 1 an, dans 5 ans? Tout ça, c'est tout récent pour toi, mais j'imagine que tu t'es déjà projeté. Je me suis surtout projetée en me disant vers quoi est-ce que j'ai surtout pas envie d'aller? Parallèlement, vers quoi j'ai envie d'aller? Je peux déjà te dire que, en fait, il y a 2 valeurs qui sont très importantes et dans ma vie et dans mon business. C'est la liberté et la simplicité. Ça, c'est les 2 valeurs du moment où elles sont pas respectées. Je sens qu'il y a un désalignement profond. Et donc, je sais déjà que moi, j'ai pas envie de monter un business de fou, tu vois. J'ai pas envie de gérer une équipe de je sais pas combien de personnes. J'ai pas envie de gérer des coachs qui coachent mes élèves, non. Ouais. J'ai pas envie de devenir la super entrepreneuse qui a 130 000 boîtes à droite à gauche. En fait, je veux pouvoir avoir un business qui serve mes objectifs de vie, un business dans lequel je me sente bien et libre, et un business qui soit relativement simple. Ça, je suis sûre et certaine que c'est grosso modo la vie que j'ai envie d'avoir. Et maintenant, moi, perso, je me projette plutôt en tant que, justement, créatrice de contenu, infopreneuse, voire, tu vois, je me verrais bien. En fait, mon rêve ultime, ce serait de pouvoir vivre de ce que j'aime le plus au monde, à savoir nourrir ma curiosité, apprendre des choses, réfléchir, créer des modèles et les transmettre. Ça, moi, c'est ce qui me plaît le plus dans mon métier, vraiment. Et si je pouvais être payée juste à apprendre et à transmettre aux gens, ce serait magnifique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a les formations. Peut-être qu'un jour, je serai intervenante, je sais pas, dans des événements, tu vois. Peut-être que je serai speakeuse. Peut-être que j'aurai une newsletter payante, tu vois. Et après, ça va peut-être s'articuler de façons possibles. Mais je sais déjà que j'ai pas envie
créer une usine, une agence, un truc avec plein de gens, ça ne m'intéresse pas et ça va à l'encontre de qui je suis et de ce dont j'ai envie. Et il faut bien que tu le gardes en tête parce que moi, j'ai commencé comme toi, tu sais, à créer du contenu tout seul. Et puis après, je me suis dit, en fait, il y a des trucs que j'aime pas trop faire, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai recruté. Et après, recruté. Et en fait, aussi, dès le début, moi, je m'étais dit, tiens, si j'arrive à sortir 2000 euros par mois, net, dans ma poche, ça peut être bien. Du coup, je m'étais dit, ça, c'est cool. Après, je m'étais dit, bon, là, le prochain objectif, en fait, si je veux mes 2000 euros par mois, il me fallait 10 000 euros de CA par mois, minimum. Parce que tu avais des gens à côté à payer. Tu sais, mon salaire, si c'est 2000 euros net, il faut sortir 3700 euros de trésorerie. Ouais. Après, il y a T'es en société ? Ouais, c'est ça. Okay. Après, il y a les différents outils que je paye, etc. Plus les bureaux. Tu vois, le bureau, je crois, c'est 2000 euros par mois. Tu vois, et du coup, t'ajoutes les charges petit à petit. Ah oui, et au final, tu te rends compte que 10 000 euros par mois, c'est pas beaucoup. Enfin, les gens, ils vont dire, ouais, c'est énorme. Mais là, tu vois, moi, pour te dire, enfin, ça, on n'en a pas encore parlé sur les réseaux. Mais pour faire tourner la boîte, moi, j'ai à peu près 35 000 euros de charges, tu vois. Par mois. Ouais. Dans l'équipe, on est plusieurs, tu vois. Donc, il y a mon salaire, le salaire de Léa, il y a une alternante, un stagiaire. Après, j'ai 3 ou 4 freelances qui bossent avec moi. Mm-hmm. Mais après, j'ai des agences aussi que je paye, tu vois, pour le référencement, pour le Discord, pour animer le Discord, ouais. tu vois. Et il y a quoi d'autre aussi ? Bon, il y a plusieurs agences. Il y a la publicité aussi à payer pour ramener des gens. Donc, on s'en sort à 35 000 euros par mois. Donc, tu vois, ça veut dire que tous les mois, faut que j'arrive à sortir 35 000 euros, enfin, à rentrer 35 000 euros par mois. Au moins pour payer les gens, quoi. Ouais, c'est ça, pour payer toutes les charges. Du coup, moi, j'étais parti comme toi en me disant, tiens, on va y aller tranquille, je vais faire ça dans mon coin et tout. Et là, je me retrouve à gérer une bonne équipe, tu vois. On est, du coup, avec les freelances plus les personnes en interne, on est à peu près 7, tu vois. Mm-hmm. Et donc, ouais, si jamais toi, c'est un modèle qui te convient pas, ouais, c'est sûr et certain. Faut surtout pas, faut que tu te dises, non, en fait, là, c'est pas aligné avec ce que je veux parce que il y a des jours quand tu gères une équipe, surtout que moi de base, moi avant j'étais consultant, tu vois. Ouais. Mais j'ai jamais été manager, tu vois. J'ai jamais vraiment géré une équipe, tu vois. Donc tout ça aussi je l'apprends, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'apprends sur le tas. Donc il y a des jours où c'est difficile et si toi tu détestes, enfin t'as pas du tout envie de gérer une équipe, ça peut être compliqué au quotidien de les gérer parce que t'auras peut-être pas envie, tu leur parleras peut-être mal, et du coup, après, ça va être un cercle vicieux et personne ne sera heureux dedans, quoi. Mais en fait, c'est même pas tant le fait de gérer une équipe qui me fait peur, c'est justement d'être enfermé. Tu vois, ça, avoir 37 000 euros à rentrer systématiquement tous les mois, c'est un truc qui me stresse parce que je me dis, et si en fait, un mois, j'ai juste envie de rien foutre, tu vois. Et si ce mois-ci, vas-y, je pars, je paye un super voyage à mon mec, tu vois, on part en Afrique, chill. En fait, tu peux pas le faire, t'as plus ta liberté. T'as plus ta liberté d'action parce que ton business, en fait, il est ultra complexe, entre guillemets, tu vois. Et ça, je sais que ma liberté elle est trop importante. Mais c'est comme ça sur tous les plans de ma vie. Hein. Je veux pas me marier parce que genre j'ai peur de l'engagement. J'ai pas envie d'acheter une résidence principale parce que j'ai pas envie d'être rattachée quelque part physiquement. Tu vois, donc je suis une stressée de la liberté sur tous les trucs. Mais c'est intéressant de savoir comment tout ça fonctionne pour toi. On pourra en parler en off après si tu veux. Ouais, oui, parce qu'en final, on se rend pas compte. Hein, les gens, ils pensent que si je dis que je fais plus de 40 000 euros de CA par mois, ils vont dire mais il est blindé, alors qu'en fait pas forcément, tu vois. C'est bon, on range la Rolex là, on l'a vu, tu peux la sortir. Non, mais c'est ça en fait que les gens ils se disent pas. C'est pour ça que moi publiquement sur LinkedIn, je vais pas faire un post je gagne plus de 40 000 euros par mois parce qu'en fait il y a beaucoup de posts sur LinkedIn, les gens ils disent combien ils gagnent, etc. Mais en fait on sait pas les charges qu'ils ont derrière. Mais oui, moi du coup ça fait rêver au premier abord de se dire ah ouais il fait beaucoup de CA. Mais t'en penses quoi toi? Parce que tu vois il y a souvent un peu ce débat entre CA et rentabilité. Et donc t'as la team qui dit oui mais le CA ça veut rien dire parce qu'il y a les charges et tout nanana derrière. Et puis t'as l'autre team qui dit oui mais le CA ça montre quand même la croissance et l'impact que tu peux générer avec ta boîte. Bon moi je t'avoue que j'ai pas trop d'avis là-dessus. Comme perso ce qui m'importe le plus c'est à quel point est-ce que moi je peux m'en sortir à titre perso pour gérer mes charges mais aussi réinvestir mon argent. Moi, j'ai une logique de réinvestissement qui est assez forte. J'ai plutôt tendance à vouloir être obsédée par, ok, mais c'est bien ton CA, mais genre, c'est quoi tes charges et à quel point est-ce que t'es rentable, en fait? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, moi, je suis comme toi, ça, t'en penses quoi? Ouais, c'est plutôt, faut avoir les deux, en fait. Ouais. Faut avoir l'un à côté de l'autre parce que, ok, la personne, elle peut faire 100 000 euros par mois, mais elle dépense 80 000 euros de publicité, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au final. Elle est pas si rentable que ça. Il y a des gens qui dépensent 80 000 euros de non, pub, mais je pense que, dans tout ce qu'on voit sur LinkedIn, tu vois, il y en a
Il y en a qui dépensent, j'ai vu des posts où les personnes, elles dépensent plus de la moitié la moitié du CA, c'est de la publicité. Tu vois, et après, il y a les charges, les charges courantes, etc. Donc au final, on se retrouve pas si bien que ça, tu vois. Ouais, mais c'est bien que t'en parles. Je trouve que c'est courageux. Il y a de plus en plus de personnes qui le font, je pense. Et c'est bien. Il en faut plus peut-être. Ouais, peut-être qu'il en faut plus. Peut-être que toi, à terme, quand tu auras plus de données, plus de chiffres, tu nous partageras un peu les 2 chiffres, les 2 montants. Moi, mon objectif, comme pour moi c'est plutôt la renta, j'aimerais que ma renta personnelle à moi, net, que je puisse m'encaisser entre 5 et 6 000 euros par mois. Ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Hein. D'accord. Là, sur mon premier trimestre, tout ce que j'ai déclaré, en net, donc net d'impôts, net de tout ce que tu veux, net de tous les outils, si je lise sur les 3 mois, ça me fait du 5 000 euros par mois. Ah, c'est bien. Dans ma poche, ouais. Et comme toi, en fait, je suis pas du tout dépensière. J'ai calculé, parce que je connais toutes mes dépenses à la loupe, lissé sur l'année avec toutes les dépenses, même pour mes animaux et tout, je dépense 1 300 euros par mois. Ah ouais. Tout compris. Ah oui, mais toi, t'es à Strasbourg. Je suis même pas à Strasbourg. Je vis dans un bled paumé de 600 habitants, en plein milieu de la campagne. J'ai des chevaux derrière, j'ai les vaches, j'ai tout ce que tu veux. Et moi, je vis ma best life dans mon petit bled pourri, quoi. Mais ça te donne un peu une idée, voilà. Ouais, c'est pas la vie parisienne avec tous les frais qu'on a, quoi. Non, c'est sûr. Et en dernière question, parce que là, c'est bientôt fini, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil à une personne qui voudrait se lancer, soit dans la création de contenu, soit dans l'infoprenariat? Création de contenu ou infoprenariat? Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Ah, purée, je déteste choisir. En fait, ce sera un peu le mot de la fin, et ça peut s'appliquer aux deux. Je dirais, dans l'un comme dans l'autre, pensez toujours long terme. Ne cherchez pas à tout prix à avoir des résultats immédiats à court terme. Pensez long terme, pensez à votre réputation et soyez patient. Et pour être patient, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'être profondément passionné par votre sujet et par votre business. De mettre les bonnes intentions dès le démarrage, que ce soit dans la création de contenu ou dans votre projet entrepreneurial. Parce que, encore une fois, ça va se ressentir et c'est un moteur qui va vous aider, quoi qu'il arrive sur votre chemin, à aller plus vite et plus loin. Ok. Merci en tout cas. On va terminer sur ces belles paroles. Merci à Léa Klaus de nous avoir d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir partagé son expérience. Moi, je vais vous mettre tous les liens vers ses réseaux si jamais vous voulez la retrouver, faire appel à elle, je sais pas, pour de la formation, du coaching, vous pourrez la retrouver. En tout cas, moi, je vous mets le lien vers mon e-book Excel si jamais vous voulez faire décoller votre productivité et aussi impressionner vos collègues. Vous pourrez retrouver tout ça dans la description. Je vous dis à très bientôt. Salut!